Bienvenue dans cette vidéo qui, bien que difficile, est cruciale pour protéger ton bien-être émotionnel. Dans cette vidéo, nous allons parler de ces personnes qui, bien qu'elles puissent sembler fascinantes au début, impliquent un haut risque pour ta santé mentale et émotionnelle. Pourquoi est-il si important de reconnaître ces comportements? Parce que souvent, en nous impliquant avec quelqu'un qui montre certaines caractéristiques destructrices, nous tombons dans un cycle dont il est difficile de sortir et qui nous laisse avec des blessures profondes. Aujourd'hui, je te montrerai comment identifier ces traits dangereux et surtout, comment t'éloigner avant qu'il ne soit trop tard. Je veux que tu saches que cette vidéo est pour toi. Si tu t'es déjà senti piégé dans une relation qui semblait aller à l'encontre de tes valeurs et de tes besoins, ici, tu apprendras à reconnaître des personnes qui, bien qu'elles parviennent parfois à captiver ou à séduire, peuvent être émotionnellement nuisibles. Mais attention, car ce que je vais te dire change tout. Après avoir regardé cette vidéo, tu auras la connaissance et les outils pour identifier les schémas et comportements des personnes que tu dois éviter en amour. Je te promets qu'à la fin, tu comprendras pourquoi il est si important de prendre des décisions claires en ce qui concerne les relations et comment prioriser ton bien-être émotionnel sans culpabilité. Mais avant de commencer, veuillez vérifier votre abonnement à cette chaîne. Cette vidéo a été réalisée avec soin et mérite votre attention. Si vous l'appréciez, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo. Walter Rizzo, dans sa réflexion, nous enseigne qu'il existe 3 types de personnes qui sont hautement nuisibles dans le domaine amoureux. Ces personnes ont souvent des traits très particuliers. Elles sont égocentriques, possessives ou émotionnellement indifférentes. Tout au long de la vidéo, tu apprendras non seulement à identifier ces caractéristiques, mais aussi à comprendre pourquoi s'associer avec ces types de personnes est si préjudiciable. Rizzo appelle à s'éloigner de ceux qui nous regardent depuis une position de supériorité, de ceux qui ne respectent pas nos émotions ou nous traitent comme des possessions. Ces enseignements nous aideront à établir des limites claires et à comprendre que toutes les personnes qui semblent intéressantes ou attrayantes ne sont pas adaptées à nos vies. Tout au long de la vidéo, nous approfondirons les comportements spécifiques à observer. T'es-tu déjà senti attiré par quelqu'un qui semblait être le centre de l'attention, mais ensuite tu as remarqué qu'il ne se souciait que de parler de lui-même? Ou peut-être as-tu été avec quelqu'un qui, sans t'en rendre compte, a commencé à contrôler tes décisions, tes amitiés et tes activités? Ce type de personnes, bien qu'elles parviennent parfois à fasciner, sont souvent une source de problèmes à long terme. Donc, si tu restes avec nous jusqu'à la fin, tu n'apprendras pas seulement à reconnaître ces schémas, mais aussi à te protéger de relations toxiques. De plus, au cours de cette vidéo, je te parlerai des opinions d'experts et de psychologues reconnus qui ont analysé ces comportements sous différents angles. Nous partagerons également les contributions de Rolando Goicoechea, qui nous montrera comment construire une relation saine, en commençant par l'amour de soi. Prépare-toi, car ici commence un changement dans ta vie amoureuse que tu ne voudras pas manquer. 3 styles affectifs, ou 3 types de personnes, dont il serait préférable de ne pas tomber amoureux. Si l'on est déjà impliqué, il faut s'en sortir. Et il y en a plus, mais je vais parler de ces 3 qui me semblent les plus communs. Le premier concerne des sujets, plus des hommes que des femmes, qui se sentent grandioses, spéciaux, uniques. Les autres les voient par en dessous. Ce sont des types qui s'indignent quand ils doivent suivre certaines règles, parce qu'ils pensent que les règles ne sont pas pour eux. Ces personnes sont ce que l'on appelle des narcissiques. Elles sont fondamentalement égoïstes, égocentriques, parlent beaucoup d'elles-mêmes, ont de grandes difficultés à se mettre à la place des autres et surtout à garder leur distance par rapport à leur propre égoïsme, car elles s'aiment tant qu'il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Maintenant, il y a des narcissiques qui sont ouverts, clairement, comme je suis en train de le dire, et d'autres qui sont plus discrets, plus difficiles à gérer, car en apparence, ils sont tranquilles, ne se font pas remarquer. Ils ne veulent pas être le centre, ne parlent pas très bien d'eux-mêmes, mais ont intérieurement l'idée qu'ils sont supérieurs. Et quand ils peuvent, tac, ils s'imposent et gèrent la relation de couple d'une manière absolument sournoise. Mais le narcissisme affleure toujours à un moment donné. Il y a alors une faille, pour dire cela d'une certaine manière, une faiblesse chez ces personnages qui s'auto-exaltent, et c'est la nécessité d'approbation,
Ils ne veulent pas que quelqu'un les aime. Ils veulent des fans, des personnes qui les vénèrent, qui flattent leur ego. Imaginez une personne comme cela avec une personne dépendante ou une personne qui a peur de perdre l'autre. Pourquoi attire-t-il autant? Ce sont majoritairement des hommes, je l'insiste, car ils sont très séduisants. Ils se montrent sûrs d'eux-mêmes, se vendent comme quelque chose d'extraordinaire. Et une personne qui a eu une expérience peu réussie avec le sexe opposé est susceptible de voir cela comme un gain de loterie. Enfin, j'ai trouvé un homme qui en vaut la peine. Le problème survient ensuite. Tu ne dois pas tourner autour de l'autre, car c'est ce qu'il va exiger de toi. Oui, tu peux te rendre compte au début, lorsque tu les connais, parce que tu sors avec eux, qu'ils ne parlent que d'eux-mêmes tout le temps, ou qu'ils se renforcent en public. Et la sensation qui te reste après, si tu creuses un peu, c'est comme si on te disait en chuchotant « Quelle chance tu as de m'avoir rencontré ». Ensuite, il y a un second type que je dirais dangereux. Ce sont également des personnes, statistiquement plus des hommes que des femmes, qui ont une très grande territorialité, un espace d'autonomie qu'ils défendent en permanence. Ils ont du mal à s'engager et à se mettre à la place de l'autre. Leur douleur ne va pas les toucher, et pour ta joie, ils vont sourire. Mais ils ne vont pas comprendre pourquoi tu es content. Ils peuvent vivre avec quelqu'un, mais ce qui se passe, c'est que tu vas devenir comme un fantôme. Tu seras indifférent pour eux. Et ce que font souvent les personnes déjà amoureuses de ces individus, c'est qu'elles s'adaptent à ce style, car ils disent que c'est leur manière d'aimer. À cela, il faut répondre « Je me fiche que ce soit ta manière d'aimer. Cela ne convient pas à ma vie. » Je pense que l'amour est un échange affectif, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement un échange verbal, c'est ressentir et être ressenti. C'est un enchevêtrement entre deux personnes qui, même avec l'ego, sont très unies sur le plan émotionnel. Ces personnes peuvent nous détruire parce que, littéralement, ce que tu vas commencer à ressentir, c'est qu'elles ne t'aiment pas. Elles ne sont même pas capables de se sacrifier pour toi ou de faire un acte d'altruisme pour toi. Elles ne cherchent pas ta destruction. Elles se moquent de toi. C'est pourquoi ce qui s'oppose à l'amour, ce n'est pas le narcissisme. Le narcissisme dirige mal l'amour. Ces individus que nous appelons schizoïdes s'opposent à l'amour. Pourquoi? Parce qu'ils s'éloignent, ils ne veulent pas être avec toi. Il est possible qu'ils fonctionnent bien sexuellement, mais cela ne suffit pas. Le pouvoir, définitivement, n'est pas n'importe quel pouvoir. Ou ils ont le droit à la possession de l'autre, c'est-à-dire « tu me belons ». Alors, penser au pouvoir dans l'idée de l'appartenance mène automatiquement au contrôle. Je te dois contrôler, parce que je sais ce qui te sert, parce que je sais ce qui est bon pour toi. Que tu le veuilles ou non, j'ai le domaine de cette relation. Alors, ils sont toujours englués dans quelque chose de paranoïaque, de méfiant, et leur jalousie s'exacerbe. Tu te rends compte quand tu commences à les connaître, parce qu'immédiatement, ils veulent commencer à diriger tes affaires. Ils s'immiscent là où on ne les appelle pas, apparaissent quand on ne les attend pas. Tu lui dis « Demain, je t'appelle ». Eh bien, à 9 heures du matin, ils appellent en disant « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?» Les gens ont tendance à dire combien ils t'aiment, et ça, ce n'est pas de l'amour. C'est une sorte de complexe de seigneur féodal où tu deviens le serf de la glèbe, parce qu'ici, il y a autant d'hommes que de femmes. Les statistiques disent qu'ils peuvent être l'un ou l'autre. Alors, ce contrôle indigne ces personnages obsessifs, parce que cela signifie que tu dois te libérer. Et il n'y a rien de plus offensant pour un maître ou un seigneur féodal que le fait que tu veuilles te libérer. Parce que si l'esclave n'est plus là, le maître perd son sens d'être. Le maître a besoin de l'esclave pour être maître. Si l'esclave se libère, je ne suis plus maître. Si tu échappes à mon contrôle, cela signifie que tu t'es approprié le droit d'être libre. Quel personnage, Dieu merci. Tu peux les détecter. Si tu es déjà impliqué, dans le premier, le deuxième ou le troisième cas, fais tes valises et pars. Demande de l'aide professionnelle. Ces personnes devraient se porter une sorte de panneau indiquant « Sujet caucasien, 42 ans, j'adore contrôler les autres, avoir tout sous contrôle. » Et en plus de cela, ton domaine, tu deviens une chose, un objet. Je m'aime tant que je n'ai pas de place pour toi. Dans le premier cas, et dans le second, tu existes parce que je ne te vois pas. Tu es comme un fantôme. Eh bien, j'espère que cela te sera utile et que tu auras le courage de prendre les décisions qu'il faut prendre quand il le faut, pour mieux comprendre le type de personne dont tu dois t'éloigner. Approfondissons ces comportements
et ces schémas que les psychologues ont identifiés comme toxiques pour nos relations amoureuses. Ces caractéristiques peuvent transformer une relation en montagne russe émotionnelle, difficile à abandonner une fois que tu es piégé à l'intérieur. Connaître ces signes et apprendre à les reconnaître à temps te permettra d'éviter des liens qui menacent ta paix et ton bien-être. Commençons par le profil que Walter Rizzo décrit comme le narcissique. Ce type de personne se caractérise par son égocentrisme et un besoin inextinguible d'admiration. Sigmund Freud, l'un des premiers à étudier le narcissisme, a défini cette tendance comme un excès d'amour-propre dans lequel l'individu n'a pas d'espace pour aimer quelqu'un d'autre, car son monde tourne exclusivement autour de lui-même. Il est important de se rappeler qu'une relation avec quelqu'un comme ça est une relation où tes besoins seront toujours relégués au second plan. Le narcissique ne cherche pas de partenaire, mais des admirateurs qui renforcent constamment son image et tournent autour de lui. Attention, car c'est clé. Beaucoup de narcissiques ne sont pas évidents dès le début. Certains d'entre eux sont discrets, comme le souligne Rizzo, et prétendent être modestes ou même peu sûrs d'eux, alors qu'en réalité, ils sont piégés dans une vision de supériorité. L'amour véritable implique de se préoccuper sincèrement du bien-être de l'autre personne, quelque chose dont le narcissique manque complètement. Pour lui, les autres sont des outils qui lui servent à alimenter son ego, et quand il n'en a plus besoin, il les rejette. Un autre profil que tu dois reconnaître est celui des personnes avec un style émotionnel schizoïde. Selon Walter Rizzo, ce sont des individus qui maintiennent une grande distance émotionnelle, évitant tout type de connexion affective profonde. Carl Jung disait que la capacité de se relier émotionnellement aux autres est un signe d'une personne intégrée et saine. Cependant, les schizoïdes ne peuvent pas maintenir une connexion authentique, car pour lui, l'amour est un concept vide. Cela se traduit par des relations où, peu importe combien tu essaies de te rapprocher, tu sentiras toujours qu'il manque quelque chose. Son indifférence est si profonde qu'elle finit par te transformer en un fantôme, quelqu'un d'invisible. Ici, il est important de se demander pourquoi quelqu'un se sentirait attiré par une personne qui montre froideur et détachement. Rollo May, un psychologue existentialiste, a parlé du désir humain de chercher du sens dans les relations. Parfois, dans notre besoin de comprendre et de nous connecter, nous confondons la distance de l'autre avec un mystère que nous pouvons résoudre. L'idée d'être celui qui réussit à attendrir cette personne nous attire, alors qu'en réalité, nous faisons face à quelqu'un d'incapable de donner de l'affection. Rappelle-toi que l'amour ne doit pas être une lutte constante pour l'attention de l'autre personne. Un profil supplémentaire que Walter Rizzo mentionne est celui de ceux qui ont une inclinaison vers le contrôle et la possession. Ce profil est particulièrement dangereux, car il mêle le désir de domination avec une grande dose de jalousie et de paranoïa. Alfred Adler, psychologue et fondateur de la psychologie individuelle, observait que ceux qui recherchent le pouvoir absolu dans une relation ne sont pas motivés par l'amour, mais par des insécurités profondes. Ils ont besoin de sentir qu'ils ont le contrôle de chaque aspect de la vie de leur partenaire, car cela leur donne une fausse sensation de sécurité. Au début, ce type de personne peut sembler attentif ou engagé, mais avec le temps, son comportement devient oppressif, minant ta liberté et ton autonomie. Si tu as déjà ressenti que chaque décision que tu prenais était remise en question, que tes activités et tes amitiés étaient sous surveillance, alors tu as expérimenté le pouvoir destructeur de ce type de personnalité. La liberté est essentielle dans toute relation saine, et quand tu sens que tu dois justifier tes choix, tu es face à quelqu'un qui ne sait pas aimer sans contrôler. Comme le soulignait Karen Horney, pionnière de la psychologie des relations, l'amour authentique repose sur la confiance. Sans elle, tout lien devient une dépendance toxique. Parlons également de comment Gia et son approche du développement cognitif nous enseignent qu'une relation saine est celle où les deux partenaires grandissent et évoluent. Cependant, avec ces profils nuisibles, cette évolution est interrompue. Le narcissiste, par exemple, cherche à ce que tout le monde tourne autour de lui, tandis que les schizoïdes ne voient même pas son partenaire comme un être émotionnel important. En cherchant toujours le contrôle, ces profils coupent toute possibilité de croissance commune. Le psychologue Maslow et sa théorie de la hiérarchie des besoins affirment que l'amour et le sentiment d'appartenance sont fondamentaux pour notre développement, mais ceux-ci doivent venir de relations qui nourrissent notre estime de soi
et nous respectent. En revanche, lorsque tu t'impliques avec quelqu'un de contrôlant ou avec des traits narcissiques, ces besoins restent insatisfaits. Au lieu de te nourrir, ces relations minent ton estime de soi, te laissant avec un sentiment de vide et de manque de valeur. Un autre point important est ce que Carl Rogers, psychologue humaniste, défendait sur l'amour inconditionnel et l'authenticité dans les relations. Les profils que nous avons mentionnés ne permettent pas l'authenticité, car tout tourne autour de leurs propres exigences. Il n'existe pas d'espace sûr où tu puisses t'exprimer tel que tu es, sans crainte d'être jugé ou contrôlé. L'authenticité est essentielle pour une relation saine, et lorsque tu te lies à des personnes contrôlantes ou froides, cette authenticité se perd. À travers l'approche de Donald Winnicott sur le vrai et le faux soi, nous pouvons également voir comment les relations avec des personnes narcissiques ou contrôlantes te poussent à adopter un faux soi pour plaire ou éviter des conflits. Tu te forces à répondre à leurs attentes, adaptant tes désirs et tes rêves à leurs préférences. Avec le temps, cela provoque une perte d'identité. Une perte d'identité qui résulte en quelque chose de nuisible et frustrant, laissant une sensation de vide et de déconnexion avec qui tu es vraiment. Skinner et sa théorie du conditionnement opérant expliqueraient que les comportements de contrôle que tu expérimentes dans ces relations peuvent créer des schémas de dépendance difficiles à briser. Ces personnes utilisent des stratégies de renforcement intermittent, combinant des moments d'attention et d'affection avec des périodes de froideur, ce qui génère une dépendance émotionnelle chez leur partenaire. Tu te retrouves à attendre ces rares moments de tendresse, devenant ainsi émotionnellement dépendant de quelqu'un qui ne sera jamais vraiment là pour toi. Stanley Milgram et ses expériences sur l'obéissance sont également pertinents ici, car ils révèlent à quel point il est facile de céder à la pression d'une figure d'autorité. Dans ce cas, le contrôleur dans une relation avec une personne qui impose constamment sa volonté. Il est facile d'adopter le rôle de sa mission sans s'en rendre compte. Lorsque ta partenaire agit comme une figure autoritaire et manipulatrice, tu peux en venir à suivre ses ordres et ses désirs sans questionner, érodant encore plus ton autonomie. Ces schémas ont aussi été étudiés par Viktor Frankl, qui affirmait que notre besoin de trouver un sens à nos expériences est fondamental pour notre bien-être. Lorsque nous sommes dans des relations toxiques, ce sens se dérobe, car au lieu de trouver un but et la paix, ce que l'on obtient est un cycle d'épuisement et d'usure émotionnelle. Frankl nous encourage à rechercher des relations qui nous permettent de grandir et de trouver du sens au lieu de liens qui nous drainent et nous consument. Léon Festinger, célèbre pour sa théorie du développement social, croyait que les relations devraient nous faciliter un apprentissage mutuel. En revanche, lorsque tu t'engages avec des profils narcissiques ou contrôleurs, l'opportunité d'apprentissage mutuel se perd. Au lieu d'évoluer en tant que couple, tu te retrouves avec quelqu'un qui se concentre uniquement sur lui-même, sans réel intérêt pour ton développement. Albert Bandura et sa théorie de l'apprentissage social apportent également une perspective clé. Lorsque tu es en relation avec des personnes toxiques, tes schémas de comportement sont influencés par leurs comportements négatifs. Tu peux commencer à adopter leur mode de pensée, leur vision égocentrique et leurs idées sur le contrôle sans t'en rendre compte. C'est pourquoi il est si important de t'entourer de personnes qui t'incitent à être meilleur et qui t'inspirent positivement. Le psychopathe est un profil intéressant et en même temps celui dont il est crucial de se protéger. Ces personnes sont souvent froides, calculatrices et habiles à manipuler ceux qui les entourent, ce qui les rend difficiles à détecter. On peut les rencontrer dans divers domaines de la vie, depuis de hauts postes exécutifs jusqu'aux relations personnelles, et elles agissent toujours avec un contrôle absolu de leurs émotions. Même en période de stress, les psychopathes montrent généralement une image impeccable et une capacité presque innée à déceler les vulnérabilités des autres, les utilisant à leur avantage. De plus, il est important de différencier entre psychopathie et sociopathie, car bien qu'elles partagent certains traits, leurs origines et comportements sous pression varient. Alors que le psychopathe naît avec cette prédisposition, le sociopathe se forme à travers des expériences traumatiques et il est courant qu'il perde le contrôle émotionnel lorsqu'il est confronté à des situations compliquées. C'est pourquoi détecter ces profils à temps peut te faire économiser de grandes quantités d'énergie émotionnelle et protéger ton bien-être.
Ainsi, dans la prochaine vidéo, Rolando approfondit encore plus ses idées, décomposant les signaux d'alerte et partageant des outils pratiques pour reconnaître ses comportements. Prépare-toi pour une explication profonde et révélatrice sur ce profil et comment éviter des relations nuisibles. D'accord, parlons de la psychopathie. Et surtout, parlons de ceux qui pourraient déjà être un psychopathe en ce moment et comment tu peux les détecter à temps pour éviter de tomber amoureux ou de te faire manipuler par leurs mensonges. Avant cela, j'aimerais faire une comparaison entre être un psychopathe et être un sociopathe. On pense souvent que c'est la même chose, et sur de nombreux points, ils se ressemblent. Mais ce n'est pas le cas. Bien que la psychopathie soit un trouble et non une maladie, comme beaucoup de personnes le croient, cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de traitement. Il n'existe pas de cure, ni à travers la psychiatrie, ni à travers la psychologie, ni à travers la médecine pour la psychopathie. Que cela soit clair. Bien que tous ne soient pas aussi destructeurs que ceux qui pourraient l'être, les tueurs en série, un très faible pourcentage des psychopathes, sont des tueurs en série. Le reste, la grande majorité, peut occuper des postes élevés dans la société, fonctionnaire, chef, directeur, ou être ton partenaire. Pour revenir aux sociopathes, quelle est la différence? Fondamentalement, un sociopathe peut être façonné, tandis que le psychopathe naît. Le sociopathe, à la différence du psychopathe, lorsqu'il commence à perdre le contrôle, peut commencer à se montrer émotionnellement instable. Il peut perdre son calme. Alors que le psychopathe, même dans des situations de stress intense, peut encore garder son sang-froid. En fait, les sociopathes ressentent des émotions, tandis que le psychopathe ne peut ressentir ni amour ni empathie. Même, il ne peut pas sentir que tu souffres. Peu importe combien rationnellement ils essaient de le traiter, ils ne ressentiront pas ce que tu endures. Il peut regretter la douleur qu'il t'a causée. Mais un psychopathe ne va pas regretter, en fait. Même un sociopathe non plus. Si tu gardais encore l'espoir qu'il ou elle se ressaisisse, qu'il ou elle décide de changer, cela ne se produira pas. Un psychopathe pense qu'il va bien et que tout le monde autour de lui va mal. En fait, la douleur fait partie de ce qui lui procure du plaisir, car ainsi il ressent un contrôle sur toi. Un psychopathe aime le pouvoir qu'il a sur toi. Un sociopathe peut peut-être te blesser et te faire du mal à cause de l'envie qu'il ressent, parce que tu es heureux, bien que, paradoxalement, tu sois son partenaire. Pendant qu'un psychopathe fera tout pour te blesser, non pas tant par envie, mais parce que c'est dans sa nature. Et tu espères encore qu'il change. C'est pourquoi, dans une vidéo précédente sur comment éliminer l'espoir, j'ai dit qu'il est essentiel de penser, d'agir et de ressentir comme un psychopathe. Tu vas attendre quelque chose de lui ou d'elle qui pourrait un jour se produire, ou peut-être jamais. Tu ne comprendras pas sa nature et tu décideras de partir. Maintenant, entrons dans les signes qui t'aideront à identifier par toi-même si c'est un psychopathe. Ce type ou cette femme que tu es en train de connaître sur Internet, tu vas probablement trouver comme minimum 2 douzaines de signes pour identifier un psychopathe. Mais je prends en compte que tu es en ce moment attiré, ou même que tu es déjà en train de tomber amoureux de cette personne. Alors, si tu tombes amoureux de quelqu'un, même si c'est quelqu'un de normal, tu ne parviens déjà plus à voir les défauts. Imagine ce que cela donne avec un psychopathe qui, au premier abord, comme premier signe, joue le rôle du partenaire ou de l'amant parfait. Il y a une vidéo, une publicité pour une bière, dans laquelle il est dit que l'homme parfait n'existe pas. C'est très drôle, ça dure 1 minute. Je veux que tu retiennes un message précieux qui s'applique autant aux hommes qu'aux femmes. L'imperfection est dans notre ADN. À tous, il nous tombe des cheveux de la tête et notre nez ou nos oreilles poussent. Personne n'est romantique. Nous agissons juste jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous voulons. Le prince charmant est une légende. Les vrais hommes sont basiques, primitifs, des singes. Nous faisons semblant d'écouter et nous avons tous quelque chose de négatif à gérer. C'est pourquoi prenez soin du type que vous avez déjà. Vous ne trouverez pas de version meilleure. Et si un jour, vous veniez à le trouver, courez vite, demandez de l'aide, criez. Ce type peut être très dangereux. Comme vous avez pu vous en rendre compte, les hommes parfaits n'existent pas. Et si vous sentez que vous sortez avec un homme parfait, ne fuyez pas si vite. Peut-être aussi, cela pourrait être cet homme qui tire la langue comme un serpent, mais au moins, restez sceptique. Gardez cette méfiance basique. Tout n'est pas ce qu'il paraît.
Cette personne remplit exactement tous les compléments affectifs que vous recherchiez chez un homme. Attention, peut-être qu'il joue la comédie, et très bien, parce qu'un psychopathe sait détecter les vides émotionnels, surtout ceux de sa proie, de sa victime. En particulier ceux qu'il ou elle sait qu'ils peuvent facilement succomber à ses charmes. Un psychopathe est un acteur par nature et va feindre l'amour. Mais si vous comprenez fondamentalement qu'avec n'importe quelle personne, d'abord, tout ce qui brille n'est pas or, alors ouvrez bien les yeux. Fondamentalement, il est un peu plus difficile pour un psychopathe de vous faire tomber. Le deuxième signe est qu'il sourit moins que d'habitude, et par là, je ne veux pas dire qu'il est une personne sérieuse, mais que même lorsqu'il sourit, cela semble ne pas s'accorder avec votre joie. Ce n'est pas un sourire authentique et c'est pourquoi il est important que vous soyez socialement plus habile. Un psychopathe prendra comme victime facile quelqu'un qui n'a pas été cultivé socialement, c'est-à-dire une personne timide, une personne très gentille. C'est la victime parfaite pour un psychopathe. Donc, si vous, d'avance, avez l'aura qu'il dégage, qui est généralement de superficialité, quand vous essayez d'approfondir sa personnalité, il n'y a rien à l'intérieur. En fait, c'est essentiellement un masque, une façade. Vous vous retrouvez avec la surprise qu'il n'est pas aussi intéressant que ce qu'il voulait initialement faire paraître, et son sourire, ce n'est pas qu'il est un sourire de psychopathe, comme ceux qui apparaissent généralement dans les films avec la hache à la main. Le signe numéro 3, il a un soin démesuré pour son apparence physique. En fait, il y a un film d'où sont principalement tirées les images du psychopathe typique actuel qui s'appelle « Psychopathe américain ». Il cherche à ce qu'un homme ait l'air 100% impeccable. Il existe une très forte possibilité qu'il soit un psychopathe. Dans la vidéo, Rolando nous a fait découvrir les caractéristiques fondamentales de la psychopathie, en mettant en avant comment la distinguer de la sociopathie et en expliquant les environnements dans lesquels ces profils se distinguent généralement. Nous avons vu comment les psychopathes, avec leur froideur et leur contrôle émotionnel, parviennent à manipuler ceux qui les entourent, occupant souvent des postes de pouvoir dans la société. De plus, Rolando a expliqué que, bien que tous les psychopathes ne soient pas dangereux, leur manque d'empathie les rend capables de causer des dommages émotionnels significatifs dans leurs relations. Nous avons également passé en revue les signaux clés qui peuvent nous aider à identifier un psychopathe dans une relation, de sa capacité à feindre des émotions à son besoin de contrôler et de manipuler. Avec des exemples pratiques et des avertissements sur certains comportements, Rolando nous a fourni des outils pour reconnaître ces signaux et prendre des décisions qui nous protègent de relations émotionnellement nuisibles. Continuons à approfondir comment ces profils de personnalité impactent nos relations amoureuses et ce que d'autres grands psychologues ont dit sur les effets de se lier avec des personnes émotionnellement nuisibles. En reconnaissant ces schémas de comportement, tu te protèges et tu t'approches de relations qui t'apportent vraiment croissance et bien-être. Commençons par Aaron Beck, père de la thérapie cognitivo-comportementale, TCC. Beck expliquait que les relations saines reposent sur des schémas de pensée positifs et rationnels. Cependant, lorsque tu te lies à des personnes contrôlantes ou narcissiques, leurs critiques et manipulations génèrent des pensées négatives dans ton esprit, te poussant à te remettre constamment en question. Cette insécurité affecte profondément ton estime de soi, générant une dépendance à l'approbation de quelqu'un qui n'est pas prêt à l'offrir. Par conséquent, identifier et modifier ces pensées est essentiel pour se libérer des schémas toxiques et éviter les relations qui ne te valorisent pas. D'un autre côté, Daniel Kahneman, connu pour ses études en économie comportementale et en psychologie, montre que nos décisions en amour sont souvent influencées par des émotions irrationnelles. Dans une relation avec quelqu'un de narcissique ou de contrôlant, ces schémas émotionnels intenses et addictifs nous poussent à idéaliser la personne, ignorant les signaux d'alerte. Kahneman souligne qu'en étant conscient de ces biais émotionnels, nous pouvons prendre des décisions plus rationnelles et nous protéger de personnes qui ne nous apportent pas de stabilité émotionnelle. Erik Erikson, célèbre pour sa théorie des étapes du développement psychosocial, nous rappelle que chaque étape de notre vie a un but et un défi particulier. À l'âge adulte, l'amour et l'intimité authentique sont essentiels pour la réalisation personnelle. Cependant, si tu t'engages avec quelqu'un qui ne respecte pas tes émotions ou ta liberté,
ce besoin d'intimité et de connexion reste incomplet. Erikson avertit que lorsque nos relations ne reposent pas sur une réciprocité saine, nous éprouvons un vide émotionnel qui empêche le développement d'une identité forte et saine. Il est également utile de considérer le concept de résilience, promu par des psychologues comme Martin Seligman, père de la psychologie positive. Seligman souligne que, bien que les relations toxiques puissent nuire à notre estime de soi et à notre confiance, nous avons la capacité de nous remettre et de nous renforcer. Apprendre à s'éloigner de personnes narcissiques, schizoïdes ou contrôlantes non seulement t'aide à guérir, mais accroît aussi ta résilience. Cette expérience devient une leçon qui te renforce et te prépare à des relations futures plus saines et équilibrées. Howard Gardner, connu pour sa théorie des intelligences multiples, ajoute une autre couche de compréhension à ce sujet. Gardner nous montre que les personnes ayant une intelligence interpersonnelle développée sont capables de reconnaître et de comprendre leurs émotions et celles des autres. En détectant des personnes toxiques, ce type d'intelligence nous permet de percevoir des schémas et des comportements qui, bien que subtils, révèlent un manque d'empathie et un intérêt uniquement personnel. Ainsi, Gardner renforce l'idée qu'avec la connaissance de soi et la conscience, nous pouvons éviter des relations qui portent atteinte à notre santé émotionnelle. Pour Carl Rogers, un aspect clé de l'amour véritable est le concept d'acceptation inconditionnelle positive. Rogers affirme que dans une relation saine, les deux personnes doivent s'accepter sans condition, créant un environnement de sécurité et d'authenticité. Cependant, les profils de personnalité que nous avons mentionnés ne permettent pas cette acceptation authentique. Un narcissique ou un contrôleur n'acceptera jamais pleinement son partenaire. Il cherchera toujours à le modifier pour qu'il corresponde à ses attentes. Dans ce sens, les relations saines nécessitent un espace où chacun peut être vraiment soi-même, sans masque ni imposition. Fritz Perls, fondateur de la thérapie Gestalt, offre également une vision pertinente. Perls croyait que la clé des relations réside dans le ici et maintenant et dans la conscience de soi. Dans les relations avec des personnes émotionnellement toxiques, il est courant de se sentir piégé dans le passé, se remémorant les bons moments et espérant que les choses changent à l'avenir. Mais Perls nous rappelle qu'en nous concentrant sur le présent, nous pouvons reconnaître si une relation satisfait réellement nos besoins ou si nous sommes simplement piégés dans un espoir qui ne se matérialisera jamais. Rollo May, un autre psychologue existentialiste, parle de l'importance de la liberté dans les relations. Selon May, l'amour authentique implique de respecter l'autonomie de l'autre et de valoriser son indépendance. Les personnes contrôlantes et possessives vont à l'encontre de cette idée, car elles cherchent à restreindre la liberté de leur partenaire pour satisfaire leurs propres insécurités. Le manque de liberté dans une relation détruit le véritable amour, car l'amour ne peut fleurir dans un environnement de cohésion et de dépendance. Philippe Zimbardo, connu pour l'expérience de la prison de Stanford, offre également une perspective intéressante dans ses études sur l'influence de l'environnement. Qu'une personne puisse s'adapter à des situations oppressives sans s'en rendre compte dans une relation toxique, il est facile de s'habituer à des attitudes manipulatrices ou contrôlantes, arrivant à accepter des comportements que, dans d'autres circonstances, on rejetterait. Cela renforce l'importance de détecter les signes d'alerte avant que cela ne soit trop tard. Karen Horney contribue à cette discussion avec sa théorie de la névrose, affirmant que de nombreuses personnes peu sûres cherchent dans la relation un moyen de compenser leurs propres carences. Un narcissique ou un contrôleur cherche dans sa partenaire un refuge pour ses insécurités, projetant sur l'autre une attente impossible. Horney souligne qu'au lieu d'une relation de soutien mutuel, ces liens deviennent destructeurs, chaque personne cherchant quelque chose que l'autre ne peut offrir. Le travail d'Elizabeth Loftus dans le domaine de la mémoire nous montre comment, dans des relations toxiques, les souvenirs ont tendance à se déformer. Parfois, les personnes en relation avec des narcissiques ou des contrôleurs se souviennent uniquement des bons moments, minimisant les comportements nuisibles. Loftus avertit qu'il est facile de tomber dans cette mémoire sélective, d'où l'importance de rester conscient de toute l'expérience et pas seulement des moments positifs. Richard et sa théorie de l'affrontement émotionnel nous rappellent que les relations difficiles génèrent un stress chronique. Le corps et l'esprit s'épuisent en essayant de gérer les exigences d'une personne possessive ou égocentrique.
Lazarus souligne que développer des compétences d'affrontement, comme l'autocompassion et l'établissement de limites, est essentiel pour protéger son bien-être émotionnel. Enfin, Mihaly Csikszentmihalyi et son concept de flow nous disent qu'une relation doit contribuer à un état de bien-être et d'équilibre pour les deux personnes. L'amour doit être un espace où l'on peut se sentir pleinement immergé dans l'expérience, sans préoccupation ni pression externe. Cependant, avec des profils toxiques, cet état d'harmonie est impossible à atteindre, car la relation devient une source d'anxiété constante au lieu d'un refuge. Comme tu le vois, les psychologues s'accordent à dire que s'engager avec des personnes narcissiques, contrôlantes ou schizoïdes peut être profondément nuisible. Leurs théories et études nous montrent que le véritable amour doit être un espace de respect, de liberté et de croissance mutuelle. Dans la prochaine réponse, je te raconterai une histoire qui illustre comment une personne a fait face à cette situation et a réussi à avancer en appliquant les principes que nous avons discutés aujourd'hui. Maintenant, voyons à travers une histoire comment ces idées prennent sens. L'histoire commence un après-midi de mars dans la vibrante ville de Bogota. Le printemps était à son apogée et l'air frais de la fin de l'après-midi apportait avec lui le parfum des fleurs des arbres qui bordèrent le parc. Isabelle, une jeune femme de 28 ans avec des rêves et des ambitions encore vives, se trouvait dans un café accueillant, absorbée dans un livre de psychologie, lorsque sa concentration fut interrompue par une voix profonde et assurée. « Excuse-moi, cela te dérange-t-il si je m'assois ici ?» dit un homme élégant d'environ 35 ans, avec un sourire charmant et un regard pénétrant. Il s'appelait Santiago. Isabelle leva les yeux, surprise par le charisme de l'inconnu. Santiago était impeccablement vêtu, portant un costume qui mettait en valeur chaque détail de sa silhouette, et ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Il y avait quelque chose en lui qui captait l'attention, quelque chose de magnétique qui rendait difficile pour Isabelle de détourner le regard. « Oh, bien sûr, aucun problème », répondit-elle un peu nerveuse. Au fil des jours, Santiago commença à apparaître de plus en plus fréquemment dans le même café. Au début, Isabelle pensa que c'était une coïncidence, mais elle commença bientôt à remarquer comment il cherchait des moyens de se rapprocher, toujours avec des détails subtils. Des fleurs, des compliments parfaitement calculés et une conversation captivante qui la laissait sans voix. En quelques semaines, Isabelle se retrouvait complètement attirée par cet homme qui semblait avoir tout. Des mois plus tard, dans un restaurant élégant au cœur de la ville, Santiago lui dit « Tu sais, Isabelle, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps », avec un sourire qui semblait sincère, mais avec une pointe d'ambiguïté. Quelque chose qu'Isabelle n'arrivait pas à déchiffrer à mesure que la relation avançait. Santiago montrait son côté protecteur. Au début, Isabelle l'interprétait comme de l'affection lorsqu'il lui demandait de lui raconter chaque détail de sa journée, avec qui elle était, ce qu'elle faisait. Cela lui semblait un geste d'intérêt sincère, mais avec le temps, cette attention débordante se transforma en quelque chose de plus intense, quelque chose que Isabelle n'arrivait pas encore à voir clairement. Une nuit d'octobre, après un dîner chez Isabelle, Santiago lui dit « Je ne comprends pas pourquoi tu dois sortir autant avec tes amis. » Son ton était froid et calculateur. « J'ai l'impression que tu oublies parfois que je suis ton partenaire. »« Ce n'était qu'une union avec eux, ce n'est pas un mal, » répondit Isabelle, un peu confuse et ressentant une gêne qu'elle ne savait pas comment exprimer. « Isabelle, je ne te demande rien d'impossible. » Son ton changea immédiatement pour devenir doux, presque séducteur. « Je veux juste que tu priorises notre relation. » Isabelle se sentait piégée par ces mots, comme si, d'une certaine manière, chaque argument que Santiago avançait était irréfutable. Elle commença à douter d'elle-même, à se demander si elle échouait vraiment dans son engagement. Cependant, quelque chose en elle résistait à l'accepter complètement. Quelques jours plus tard, Santiago commença à apparaître dans des lieux que Isabelle fréquentait sans prévenir, justifiant toujours sa présence par une raison apparemment logique. « Je voulais te faire une surprise », disait-il avec un sourire énigmatique. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. » Mais peu à peu, Isabelle remarqua que ces surprises se transformaient en moments gênants. Une nuit, alors qu'ils dînèrent dans un restaurant à l'ambiance tamisée et à la musique douce, le visage de Santiago devient froid, presque inexpressif, lorsqu'Isabelle reçut un message de son amie Claudia. « Pourquoi dois-tu répondre tout de suite ?
Swing lui demanda-t-il, fixant son regard sur l'écran du téléphone d'Isabelle. Je trouve cela irrespectueux. Isabelle, qui se sentait déjà redevable pour chacun des gestes de Santiago, rangea le téléphone, mais la peur commença à se manifester dans sa poitrine, comme une alerte subtile qu'elle ne pouvait ignorer. Une nuit pluvieuse, dans l'appartement de Santiago, il lui demanda « Pourquoi es-tu si silencieuse ?» Son ton mêlait froideur et un calme déconcertant. « Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il m'est parfois difficile de te parler de certaines choses, » admit-elle dans un effort pour exprimer son malaise. Santiago la regarda d'un regard qui, pendant un instant, la fit se sentir transparente, comme s'il pouvait voir chaque recoin de son esprit. Puis, d'un ton rassurant et séducteur, Santiago sourit. « Tu n'as pas à te sentir ainsi avec moi. N'est-ce pas moi qui suis toujours là pour toi ?» Mais il y avait quelque chose dans son ton qui ressemblait plus à un reproche qu'à un réconfort. Cette nuit-là, Isabelle resta dans son appartement, mais ses pensées la gardèrent éveillée. Elle se sentait confuse et piégée dans un tourbillon d'émotions. Il y avait quelque chose chez Santiago qui la troublait, mais elle ne pouvait pas encore mettre de mots dessus. Cependant, chaque fois qu'elle essayait de le confronter au sujet de ses doutes, il trouvait les mots exacts pour la convaincre que ses peurs étaient infondées. Un jour de décembre, dans un parc, Santiago lui prit la main et, sans avertir, lui dit « Isabelle, je veux que tu démissionnes de ton travail. Tu n'as pas besoin de travailler, je peux m'occuper de toi. » Isabelle le regarda, surprise et confuse. Son travail était sa passion, et démissionner signifiait abandonner une partie de sa vie qu'elle valorisait profondément. « Mais Santiago, j'aime ce que je fais, je ne veux pas le quitter, » répondit-elle en essayant de rester ferme. « Tu n'as pas confiance en moi ?» Swing demanda-t-il, la regardant avec cette expression qui semblait la traverser. Isabelle sentit son argument s'effondrer. Il savait exactement comment la faire se sentir coupable, comment l'envelopper dans un réseau émotionnel dont il était presque impossible de s'échapper. Mais au fond d'elle, ce sentiment d'inconfort grandissait de plus en plus, comme un avertissement constant. Cette nuit-là, chez Isabelle, Santiago entra dans son appartement après qu'elle n'ait pas répondu à l'un de ses messages pendant un dîner avec sa sœur. « Pourquoi m'as-tu ignoré ?» Zrenia demanda-t-il d'un ton bas qui était encore plus perturbant. Isabelle sentit un nœud dans son estomac. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il apparaisse de cette manière, sans avertir, sans respect pour son espace personnel. Son cœur battait fort, et pour la première fois, elle commença à craindre ce que Santiago pourrait faire. « Je ne t'ignorais pas, j'étais juste avec ma sœur. Santiago, je pense que nous devons parler de notre relation, » tenta-t-elle de dire, bien que ces mots sortaient difficilement de ses lèvres. Santiago resta silencieux, son visage inexpressif. Avec un sourire gélide, elle s'approcha d'Isabelle. « Je sais ce qui est le mieux pour toi. Tu n'as besoin de rien d'autre que de ma compagnie, dit-il. » Et pendant qu'il parlait, Isabelle sentit quelque chose en elle se briser. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale alors que Santiago se rapprochait encore plus, son regard fixe et froid, avec une intensité qui la faisait se sentir vulnérable et petite. Elle tenta de reculer, mais il lui prit la main avec force, d'une douceur calculée, comme s'il l'avait conçue pour qu'elle ne puisse pas se libérer sans que cela semble être une menace évidente. « Santiago, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle, tentant de paraître calme, bien que sa voix ne dissimulât guère le tremblement de son anxiété croissante. Santiago lâcha sa main, mais son regard restait fixé sur elle, presque comme s'il essayait de percer son esprit et de déterrer chaque pensée. Puis, son expression changea, et son ton redevint affectueux, comme si la conversation précédente n'avait jamais eu lieu. « Isabelle, je veux juste le meilleur pour toi, mais si c'est ce dont tu as besoin, bien sûr, prends le temps de réfléchir, » dit-il en lui caressant le visage d'une tendresse qui, en ce moment, semblait presque irréelle, comme un contraste perturbant. Cette nuit-là, lorsque Santiago partit, Isabelle ferma la porte, appuyant son front contre le bois et respirant profondément. Son corps était rigide, comme si elle avait retenu son souffle durant toute la conversation. Enfin, elle se permit de pleurer, se sentant piégée entre l'affection qu'elle ressentait pour lui et l'inconfort que cette relation lui causait. Quelques jours plus tard, au bureau, c'était une après-midi grise. Depuis son bureau, Isabelle regardait par la fenêtre le ciel nuageux, ressentant une pression dans la poitrine qui devenait presque insupportable.
Son téléphone vibra. C'était un message de Santiago. Étrange, quand nous voyons-nous? Je ne veux pas que tu sois seule, ressentit-elle un mélange de colère et de confusion. Santiago lui avait dit qu'il lui laisserait du temps, mais encore une fois, il semblait incapable de supporter qu'elle ait un espace rien que pour elle. Elle tenta d'ignorer le message, mais un autre arriva presque immédiatement. « Pourquoi ne réponds-tu pas? Tout va bien ?» Elle soupira et avec un mélange d'inconfort et de résignation répondit « Je suis occupée au travail. Nous nous voyons plus tard. » Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Isabelle ne s'attendait pas à trouver Santiago à la porte de son immeuble, l'attendant sous la pluie. Sa silhouette impeccable, comme toujours, se détachait dans la pénombre, et bien qu'il tenait un parapluie, cela ne semblait pas lui importer que l'eau le mouillât. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle en essayant de cacher le sursaut dans sa voix. « Je voulais te voir. Je sentais que j'avais besoin de toi près de moi, » répondit-il avec un sourire qui tentait d'être chaleureux, mais qui, pour Isabelle, devenait maintenant inquiétant. « Santiago, tu m'as dit que tu respecterais mon espace, » lui rappela-t-elle en essayant de paraître ferme. « Je sais, Isabelle, je sais. C'est juste que quand tu n'es pas là, j'ai l'impression qu'une partie de moi s'effondre. Tu es mon ancre, dit-il avec une sincérité qui désarma Isabelle un instant. Isabelle voulut le croire, elle voulut penser que son amour pour elle était authentique. Mais lorsqu'ils entrèrent ensemble dans l'appartement, Santiago commença à inspecter la maison avec une minutie, comme s'il cherchait à inspecter chaque recoin. « Tu as eu des visites ?» demanda-t-il en voyant une tasse de café sur la table du salon. « Oui, mon amie Clara est venue dans l'après-midi, » répondit Isabelle. Elle remarqua immédiatement comment l'expression de Santiago changeait, son regard devenant inquisitif, comme s'il cherchait un mensonge dans chaque mot qu'elle prononçait. « Clara, » répéta-t-il presque dans un murmure. « Ça me semble curieux que tu ne m'en aies pas parlé plus tôt. » Isabelle ressentit une douleur mêlée de colère et de peur. Elle essaya de se calmer, de respirer profondément, de se rappeler que c'était son appartement et qu'elle n'avait pas à donner d'explication. « Santiago, j'ai besoin que tu aies confiance en moi. Je n'ai rien à te cacher. » Mais il la regarda en silence pendant quelques secondes, puis sourit, comme si sa méfiance n'était qu'une blague. « Bien sûr que j'ai confiance en toi, Isabelle. Ne t'inquiète pas, dit-il, mais dans son regard brillait encore cette froideur qui lui mettait les nerfs à vif. Une semaine plus tard, lors d'un dîner dans un restaurant, ils étaient en train de dîner ensemble. Il était élégant, dans l'un de ces endroits avec des lumières tamisées et de la musique douce. Isabelle tentait de profiter de la soirée, mais une fois de plus, elle ressentait la pression de Santiago sur chacun de ses mouvements. Apparemment, il remarquait chaque fois que son attention se détournait de lui. Et chaque fois qu'elle tentait de mentionner un quelconque succès personnel ou de partager quelque chose sur sa journée, il changeait de sujet ou détournait la conversation vers lui-même. « Je t'ai parlé de la réunion que j'ai eue avec le directeur du projet, n'est-ce pas ?» commenta-t-il sans attendre sa réponse et continua de parler avec une intensité qui laissait Isabelle de plus en plus mise à l'écart. De pronto, Santiago l'interrompit. « Sais-tu, Isabelle, j'ai pensé que peut-être tu devrais t'éloigner de certaines de tes amies. Parfois, je sens qu'elles ne sont pas une bonne influence pour toi, » dit-il sur un ton décontracté, comme s'il s'agissait d'un simple conseil. « Pourquoi dis-tu cela ?»« Elles sont mes amies depuis toujours, » répliqua Isabelle, ressentant un mélange de surprise et d'indignation. « Ce n'est qu'une suggestion. Je ne veux pas que tu penses que j'essaie de te contrôler, mais je crois que notre relation est ce qu'il y a de plus important en ce moment, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en la regardant avec ce sourire qui mêlait tendresse et une légère menace. Isabelle ne répondit pas. Son esprit était en chaos, essayant de donner un sens à ce que Santiago lui demandait, tandis qu'au fond d'elle-même, grandissait la suspicion que quelque chose n'allait pas. Quelques semaines plus tard, pour son anniversaire, ses amis l'avaient convaincu d'organiser une petite réunion dans son appartement. C'était une soirée joyeuse, pleine de rires et de bons moments. Mais quand Santiago arriva, l'atmosphère changea. Au début, il rejoignit les conversations. Mais peu à peu, il commença à faire des commentaires subtils qui passaient inaperçus pour les autres, mais que Isabelle comprenait parfaitement. « Et toi, tu es aussi invité, Juan ?» demanda Santiago à l'un des amis d'Isabelle avec un ton sarcastique qui mit Juan mal à l'aise.
Bien sûr, Isabelle est mon amie, répondit Juan en regardant Isabelle avec une expression de déconvenue. Isabelle sentit l'ambiance se tendre, et chaque fois qu'elle tentait de parler à quelqu'un, Santiago intervenait, comme s'il voulait s'assurer qu'elle n'ait pas un seul moment pour profiter seule. Finalement, ses amis commencèrent à partir tôt, et la soirée qui avait commencé joyeusement se termina dans un silence gênant. Lorsque le dernier invité sortit, Santiago ferma la porte et la regarda avec une expression qui lui glaça le sang. « Pourquoi devais-tu inviter tant de gens ?» lui demanda-t-il sur un ton bas, presque en chuchotant. « Ce sont mes amis. »« Santiago voulait célébrer mon anniversaire avec eux, » répondit Isabelle, se sentant épuisée et le cœur battant. Santiago ne dit rien pendant un moment, mais ses yeux reflétaient un mélange de mépris et de contrôle qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « J'espère que la prochaine fois tu penseras d'abord à nous. Isabelle, je n'ai pas besoin de compétition, » dit-il, et sa voix résonna d'une façon telle qu'Isabelle sentit sa confiance se briser. Cette nuit-là, quand Santiago partit, Isabelle resta sur le canapé, se sentant piégée dans une toile invisible. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais chaque fois qu'elle tentait de le confronter ou de prendre ses distances, il trouvait un moyen de la manipuler, de la faire douter de ses propres décisions. Quelques jours plus tard, lors d'une rencontre inattendue avec Clara, Isabelle marchait dans le parc quand elle aperçut son amie. Clara lui lança un regard inquiet en la voyant. « Isabelle, tout va bien ? » « Ça fait un moment que je n'ai pas de tes nouvelles. Tu vas bien ? » lui demanda Clara en lui tenant les épaules et en la regardant avec une réelle préoccupation. Isabelle sentit un nœud dans la gorge. Un instant, elle voulut tout lui raconter, se libérer du poids qu'elle portait. Mais quelque chose en elle la retint. « Oui, tout va bien. J'ai juste été occupée, » mentit-elle, essayant de paraître convaincante. « C'est à cause de Santiago, » insista Clara, remarquant l'hésitation dans la voix d'Isabelle. Isabelle la regarda, et dans ses yeux se reflétaient la peur et l'angoisse qu'elle tentait de cacher. Elle ne put répondre. Clara la prit dans ses bras dans un geste de soutien silencieux qui a fait réaliser à Isabelle à quel point elle se sentait seule, piégée dans une relation qui semblait consommer chaque parcelle de son être. Un après-midi pluvieux, dans l'appartement d'Isabelle, elle était assise dans son salon, regardant la pluie tomber par la fenêtre, tandis que ses pensées tournaient autour de Santiago. Les derniers mois avaient été un tourbillon d'émotions. Chaque fois qu'elle tentait de s'éloigner, il trouvait le moyen de la faire revenir. Il savait toujours quelles paroles prononcer, comment manipuler ses émotions pour qu'elle ressente de la culpabilité ou de la peur de le perdre. C'était comme s'il avait le contrôle sur chaque aspect de sa vie, et cette idée lui donnait des frissons chaque fois qu'elle essayait de s'imaginer hors de la relation. Soudain, un message est apparu sur son téléphone. « J'arrive », c'était Santiago, et il n'avait pas demandé s'il pouvait venir. Il avait simplement décidé qu'il serait chez elle. Isabelle ressentit un nœud dans l'estomac, un mélange de peur et de résignation, mais cette fois, il y avait quelque chose de plus. Quelque chose en elle commençait à se briser. Lorsque Santiago arriva, son visage était inhabituellement sérieux. Sans un mot, il s'assit en face d'elle et commença à la fixer avec une froideur que Isabelle n'avait jamais vue auparavant. « J'ai remarqué que tu es distante ces derniers temps, » dit-il d'une voix douce mais chargée de reproches, comme si tu cachais des secrets. Isabelle essaya de parler, mais Santiago leva une main, l'interrompant. « Non, Isabelle, écoute-moi. Je ne suis pas là pour que tu m'expliques quoi que ce soit. Je suis là parce que j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je n'accepte pas que tu m'ignores, et encore moins que tu essaies de fuir. Tu sais que toi et moi sommes destinés à être ensemble, n'est-ce pas ?» Elle le regarda, sentant que la peur grandissait en elle, mais quelque chose dans ses paroles, dans son ton de voix si calme et calculé, éveilla en Isabelle un mélange de colère et de courage qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. « Santiago, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas rester dans une relation où je sens que je ne peux pas respirer, où je ne suis pas libre de prendre mes propres décisions, » dit-elle, essayant de garder sa voix ferme. Santiago esquissa un sourire, mais ce n'était pas un sourire amical. C'était un rictus froid, presque moqueur. « Tu penses que tu peux me quitter ?» demanda-t-il, sa voix glaciale et calculatrice. « Isabelle, tu es à moi, tu fais partie de ma vie, et je ne vais pas te laisser partir aussi facilement. » L'intensité de son regard était écrasante, et pendant un instant, Isabelle se sentit piégée,
comme s'il n'y avait pas d'échappatoire. Santiago avança vers elle, se rapprochant lentement jusqu'à pouvoir lui murmurer à l'oreille « Personne ne te comprendra comme moi. Personne ne voudra te protéger comme je le fais. Tu sais que ce que tu as avec moi, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Alors, où irais-tu » Isabelle sentit son cœur s'accélérer, mais quelque chose dans ses mots fit que sa peur se transforma en détermination. Elle se souvint de chaque moment où il l'avait humiliée, chaque fois qu'il avait tenté de la faire se sentir petite, chaque fois qu'il avait envahi sa vie, contrôlant chaque aspect de son existence. Enfin, leurs yeux se rencontrèrent, et cette fois, il y avait une lueur de rébellion dans son regard. « Santiago, tu vas partir maintenant, » dit-elle avec une fermeté qui surprit même elle. Il la regarda, stupéfait, et pendant un instant, son expression froide se transforma en un mélange de surprise et de colère. Son contrôle sur elle, ce pouvoir qu'il aimait tant, commençait à s'effondrer. « Pardon, » répondit-il avec un sourire sarcastique. « Tu me mets à la porte ? Tu n'as aucune idée de qui tu parles. »« Je le sais très bien, » répondit Isabelle, sentant une vague de sécurité grandir en elle. « Et je sais aussi que c'est la dernière fois que nous nous voyons. » Il se fâcha et s'avança vers elle, mais Isabelle ne bougea pas. Il n'y avait plus de peur dans son regard, seulement une résolution ferme qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Isabelle, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas me quitter. Personne ne t'aimera comme moi. » Sa voix devint plus agressive, et son visage, auparavant calculateur, révélait maintenant un mélange de mépris et de désespoir. « Santiago, ce n'est pas de l'amour. Ce que tu ressens pour moi, c'est du contrôle. Et je ne suis plus prête à vivre comme ça, » dit-elle, sa voix ferme et calme. Il prit une grande inspiration, ferma les yeux un moment, essayant de retrouver le contrôle qui lui échappait. Mais quand il les rouvrit, il vit que Isabelle n'allait pas reculer cette fois. Il n'avait pas le pouvoir. Sans dire un mot de plus, il se retourna et sortit de l'appartement, claquant la porte. Isabelle a commencé à sentir comment le poids de la relation s'évanouissait peu à peu. Au début, la peur qu'il réapparaisse était constante, mais avec le temps, elle a commencé à reconstruire sa vie et à ressentir la liberté qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des mois. Santiago a essayé de l'appeler, lui a envoyé des messages et même apparu à son travail une fois, mais elle ne s'est pas laissée faire. Elle a maintenu ses distances, convaincue qu'elle ne permettrait pas qu'il reprenne le contrôle de sa vie. Un après-midi, alors qu'elle marchait dans le même parc où elle avait rencontré Santiago, Isabelle s'est arrêtée et a respiré profondément. L'air frais a rempli ses poumons et, pour la première fois depuis longtemps, elle a ressenti la paix. Sa vie était loin d'être parfaite, mais maintenant, elle était à elle. L'histoire d'Isabelle reflète le sombre processus d'être piégée dans une relation avec quelqu'un qui présente des caractéristiques à la fois narcissiques et psychopathiques. À travers les événements et les interactions avec Santiago, nous voyons comment ces traits se manifestent dans son comportement et comment ils impactent profondément Isabelle, la poussant à la limite émotionnelle. Analysons les éléments qui révèlent ces aspects chez Santiago et l'impact qu'ils ont sur la protagoniste. 1. Le charme initial et la façade de perfection. Dès le départ, Santiago montre un charme captivant, une ressource commune aux personnalités narcissiques et psychopathiques. La première phase de la relation d'Isabelle est remplie de gestes et de détails qui, bien que semblant romantiques, sont soigneusement conçus pour la séduire et gagner sa confiance. Ce bombardement d'amour est une technique de manipulation que Santiago utilise pour amener Isabelle à croire qu'il est le compagnon parfait, créant un lien émotionnel qu'il lui sera difficile de rompre par la suite. Ce comportement est caractéristique des narcissiques, qui projettent une image idéalisée pour attirer leur partenaire et établir le contrôle dès le début. 2. Le besoin de contrôle et l'invasion de l'espace personnel. Au fur et à mesure que la relation avance, Santiago commence à montrer des signes clairs de contrôle sur Isabelle. Il vérifie ses activités, lui demande des détails sur chaque aspect de sa vie et se présente sans prévenir dans des lieux où elle se trouve. Cela montre une obsession pour envahir son espace personnel, ce qui dénote non seulement son caractère contrôlant, mais aussi son mépris pour les limites personnelles d'Isabelle. Les psychopathes, en particulier, manquent d'empathie et ne respectent pas les besoins ou désirs des autres, ce qui se manifeste dans la manière dont Santiago manipule les émotions d'Isabelle
et essaie d'imposer sa volonté sur chaque aspect de sa vie. 3. La manipulation émotionnelle et le jeu de culpabilité. Santiago utilise des techniques de manipulation émotionnelle pour amener Isabelle à douter de ses propres perceptions. Lorsqu'elle essaie de le confronter ou d'exprimer ses besoins, il retourne la situation, suggérant qu'elle est celle qui a tort, réussissant ainsi à la faire se sentir coupable ou égoïste pour vouloir un espace personnel. Cette manipulation est une forme de gaslighting, une tactique courante chez les personnes ayant des tendances narcissiques et psychopathiques qui cherchent à déstabiliser leur partenaire pour obtenir un contrôle total. En faisant en sorte que Isabelle remette en question ses propres sentiments et perceptions, Santiago s'assure qu'elle dépende émotionnellement de lui. 4. Le manque d'empathie et l'indifférence envers les sentiments d'Isabelle. Un trait distinctif de Santiago est son absence totale d'empathie. Les personnalités psychopathiques, en particulier, ne peuvent pas établir de connexion authentique avec les émotions des autres. Au contraire, elles voient les personnes comme des objets pour satisfaire leurs propres désirs et besoins. À plusieurs reprises, Santiago ignore ou trivialise les sentiments d'Isabelle, montrant de l'indifférence lorsqu'elle exprime ses préoccupations. Sa froideur devient plus évidente lorsqu'elle tente de poser des limites et qu'il répond par un sourire sarcastique ou par une réponse calculée, minimisant ses besoins tout en soulignant son droit de tout savoir sur elle. 5. Le mépris et la manipulation du cercle social d'Isabelle. Un autre aspect important est la manière dont Santiago interfère dans les relations d'Isabelle avec ses amis et sa famille. Tout au long de l'histoire, il lui suggère de s'éloigner de certaines personnes et critique ses amitiés, semant des doutes en elles sur l'influence qu'elles ont dans sa vie. C'est une méthode d'isolement, une tactique que les manipulateurs utilisent souvent pour que leurs partenaires dépendent de plus en plus d'eux. Chez les personnes narcissiques et psychopathiques, l'isolement satisfait non seulement leurs besoins de contrôle, mais leur permet également de manipuler sans interruption externe. 6. La perte progressive d'identité d'Isabelle au fil de la relation. Isabelle commence à perdre son sens de l'identité, modelant ses désirs et actions selon ceux de Santiago. Cela est caractéristique d'une relation avec un manipulateur narcissique, qui a besoin que son partenaire devienne une extension de lui-même. Santiago ne montre aucun intérêt pour Isabelle en tant que personne indépendante. Dans son esprit, elle existe pour satisfaire son ego et renforcer son image de pouvoir. Isabelle, piégée dans cette manipulation constante, commence à douter de sa propre valeur et de son but en dehors de la relation. L'intimidation et la menace de représailles apparaissent vers la fin de l'histoire, lorsque Isabelle tente de s'éloigner. Santiago révèle alors un côté plus intimidant. Sa froideur calculée et son attitude menaçante montrent le potentiel de violence émotionnelle qui caractérise les personnalités psychopathiques. La capacité de Santiago à alterner entre le charme et l'intimidation est une tactique qu'il utilise pour maintenir sa partenaire soumise, s'assurant que la peur des représailles limite ses tentatives d'indépendance. La libération d'Isabelle et la reconstruction de son identité. Le moment où Isabelle se rend finalement compte qu'elle est piégée dans une relation insoutenable marque un tournant. Le mélange de manipulation, de contrôle, de manque d'empathie et de mépris la pousse à prendre la décision de se libérer. Lorsqu'elle confronte Santiago et lui demande de partir, Isabelle retrouve sa voix et son pouvoir, reconnaissant qu'il n'a aucun contrôle sur sa vie. La libération d'Isabelle est un acte de courage, car elle fait face à une figure qui a dominé chaque aspect de son existence, mais elle choisit de privilégier son bien-être et son autonomie. Ce dernier acte brise le cycle de dépendance et de contrôle, lui permettant de reprendre les rênes de sa vie. Conclusion, l'impact d'une relation avec une personnalité narcissique et psychopathe. L'histoire d'Isabelle montre les effets dévastateurs d'une relation avec quelqu'un qui combine des traits narcissiques et psychopathiques. Ces individus sont des manipulateurs habiles, experts dans la recherche et l'exploitation des vulnérabilités émotionnelles. Isabelle, qui a commencé comme une femme indépendante et sûre d'elle, finit par se sentir piégée, isolée et désorientée. Son expérience nous rappelle que l'abus émotionnel et le contrôle peuvent prendre des formes subtiles qui ne sont pas toujours faciles à détecter. À la fin, le courage d'Isabelle en affrontant Santiago et en retrouvant sa liberté est une leçon sur l'importance de l'auto-évaluation et de la force émotionnelle.
Échapper à une relation avec quelqu'un d'aussi manipulateur est un processus difficile, mais l'acte de poser des limites et de prioriser sa propre paix émotionnelle est une étape cruciale vers la guérison. L'histoire d'Isabelle souligne l'importance de reconnaître les signes d'une relation toxique et de se rappeler que nous méritons des relations basées sur le respect, l'empathie et le soutien mutuel. T'es-tu déjà retrouvé en relation avec quelqu'un comme Santiago, qui manipule et contrôle chaque aspect de ta vie? Comme nous l'avons vu dans l'histoire d'Isabelle, as-tu ressenti que tu perdais ton identité et ta paix émotionnelle dans une relation? Si l'une de ces situations te semble familière, il est important de réfléchir à ce que tu vis. Raconte-nous dans les commentaires comment tu as affronté ces défis, ou si tu penses être dans une relation similaire. Si c'est le cas, nous t'encourageons vivement à prendre la décision d'en sortir et à chercher du soutien. Rappelle-toi que tu mérites de vivre dans un environnement de respect et de tranquillité, et le premier pas est de reconnaître que ton bien-être doit passer avant toute relation toxique. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous avez bien compris les enseignements de cette vidéo, vous pouvez écrire en commentaire « Je ne vais pas me laisser manipuler. J'espère vous revoir dans une autre vidéo ».